Décembre 1915. Quelque part dans la campagne britannique, un hangar secret s'ouvre lentement pour révéler une machine que personne n'avait jamais imaginée. 28 tonnes d'acier, une forme évoquant un gigantesque losange et des chenilles couvrant tout le pourtour du véhicule, du nez jusqu'aux roues arrière. Les officiers présents restent figés, fascinés et terrifiés à la fois devant ce monstre métallique qui avance avec la lenteur d'un homme marchand, rugissant sous la puissance de son moteur, crachant un épais nuage de fumée noire. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa capacité à franchir des obstacles que tout autre véhicule aurait jugés infranchissables. Les ingénieurs britanniques, dirigés par William Triton et Walter Wilson, ont créé une machine capable de traverser les tranchées, d'écraser les fils barbelés et de franchir des cratères d'obus comme s'ils n'existaient pas. Le premier test de ce qui allait devenir le char Mark I, surnommé en code Sa Majesté le navire terrestre mille pattes, se déroule sous un ciel gris et glacial, mais le spectacle est digne d'un événement apocalyptique. Les premières secondes suffisent à convaincre certains officiers. Cette invention pourrait changer le visage de la guerre. D'autres restent sceptiques. Lord Kitchener, ministre de la guerre, regarde la scène sans la moindre admiration, considérant ce projet comme un caprice coûteux et inutile. Pourtant, malgré le doute des responsables politiques, le besoin d'une solution pour percer les lignes ennemies est pressant. Sur le front occidental, les combats positionnels ont transformé des millions de soldats en prisonniers des tranchées. Toute attaque se solde par des pertes massives sous les tirs incessants de mitrailleuses. Les Britanniques ont besoin d'une arme révolutionnaire, capable de changer la donne, et le Mark I est cette arme. Le premier prototype, surnommé Little Willie, n'était pas assez efficace pour franchir les obstacles du champ de bataille. Les ingénieurs n'abandonnent pas. Ils décident d'une solution radicale. Créer une coque en forme de losange avec des chenilles s'étendant sur tout le pourtour. La longueur totale atteint presque 10 mètres, incluant les roues arrière destinées à franchir les tranchées les plus larges. Les tests d'avril 1916 recréent les conditions réelles du front. Tranchées de 3,50 m, cratères d'obus, plusieurs rangs de fils barbelés. Lorsque le Mark I approche de la première tranchée, la tension est palpable. L'avant du char surplombe le vide. Les chenilles avancent lentement, cherchant le bord opposé. Quelques secondes plus tard, la machine émerge, écrasant les fils barbelés dans un craquement sinistre, franchissant les cratères comme s'ils étaient invisibles. L'émerveillement se lit sur le visage de la majorité des officiers. Lord Kitchener, lui, reste implacable, dénonçant un jouet coûteux incapable de réussir sur le champ de bataille. Malgré le scepticisme, le projet obtient le feu vert des plus hautes instances. 12 février 1916, commande de 100 machines. 23 avril, 50 supplémentaires. La production est lancée chez William Foster à Lincoln et chez Metropolitan Carry & Wagon. 2 versions voient le jour, mâle et femelle. Les mâles sont équipés de 2 canons de marine de 6 livres dans des sponsons latéraux et de 3 mitrailleuses. Les femelles portent 5 mitrailleuses, dont 4 Vickers de 7,62 mm et une monture axiale dans la coque. La distinction répond à une logique. Les canons détruisent les fortifications, les mitrailleuses fauchent l'infanterie. Mais le plus grand défi reste le moteur. 6 cylindres Foster-Daimler délivrant 105 chevaux pour 28 tonnes, soit une puissance spécifique de 3,7 chevaux par tonne, ce qui est catastrophiquement faible. Sur terrain plat, le char avance à 6 km/h et sur terrain accidenté, il rampe presque au pas. La chaleur, les gaz d'échappement et la fumée transforment l'intérieur en véritable enfer. 8 hommes s'entassent dans un espace étroit, tentant de coordonner les commandes de transmission et de chenilles dans un vacarme assourdissant. Les 2 conducteurs gèrent simultanément boîte de vitesses et freins, tandis que les autres membres de l'équipage s'occupent des armes. Chaque tir de canon ou de mitrailleuse nécessite un effort maximal, dans un environnement où le moindre écart peut coûter la vie. Les sponsons latéraux des mâles exposent les artilleurs. Un obus frappant ses parties latérales peut tuer instantanément. Les femelles, plus légères et concentrées sur les mitrailleuses, subissent également la chaleur et les fumées. Le commandant observe à travers de minces fentes, tentant de guider ses hommes dans un enfer mécanique où chaque mouvement est crucial.
Les premières machines quittent les usines en été 1916. Foster produit 37 mâles, Metropolitan Carry et Wagon 113 chars, dont 38 mâles et 75 femelles. La précipitation est énorme. Les Britanniques préparent une offensive majeure sur la Somme et espèrent que le Mark I permettra un percée décisive. Les véhicules sont transportés en France dans un secret absolu, les équipages bénéficiant d'une formation minimale. Beaucoup s'installent pour la première fois derrière les leviers à peine quelques jours avant le combat. Chaque char est une promesse de puissance et un défi pour ceux qui l'occupent. La machine, conçue pour changer la guerre, est désormais prête à affronter le chaos des champs de bataille, sous le regard incrédule et émerveillé de ses créateurs. Septembre 1916, dans le brouillard matinal du front d'Ypres, la silhouette massive de 32 chars Mark I émerge lentement de la brume. La terre est labourée par des obus, les tranchées s'entrelacent comme un labyrinthe de mort, et pourtant ces monstres d'acier avancent avec une détermination quasi surnaturelle. Les mitrailleuses allemandes tirent sans relâche, mais les balles ricochent sur la coque blindée, incapables de céder face à ce mur de métal. Les fantassins ennemis restent figés, certains abandonnant armes et équipements, terrifiés par la vision de ces créatures mécaniques. L'effet psychologique est immédiat. La peur s'empare de ceux qui pensaient que la guerre était seulement affaire d'infanterie et d'artillerie. Pourtant, la réalité est moins glorieuse pour les équipages. L'intérieur des machines est un enfer brûlant. Les moteurs surchauffent, les gaz d'échappement emplissent la cabine, et chaque respiration devient un effort. Les 8 hommes doivent coordonner la marche du char, chaque chenille et chaque transmission exigeant une attention constante. 2 conducteurs sont sur le qui-vive, chacun manipulant simultanément frein et levier, tandis que les artilleurs, postés dans les sponsons ou derrière leurs mitrailleuses, tirent avec précision sous une chaleur accablante. Des soldats perdent conscience, suffoquent, certains subissent des intoxications au gaz d'échappement. Chaque avancée est une lutte pour la survie, autant que pour la victoire. Les chars franchissent les premières lignes de tranchées, écrasant les barbelés et comblant les cratères comme si le terrain lui-même obéissait à leur poids monstrueux. Mais l'avancée est semée d'embûches. Beaucoup de Mark I s'enlisent dans la boue, victimes de la glaise collante des Flandres. Le moteur de 105 chevaux, pourtant robuste pour l'époque, peine à supporter la masse de 28 tonnes, et plusieurs chars s'arrêtent, bloqués ou en panne mécanique. Les mécaniciens, travaillant dans un vacarme assourdissant, tentent désespérément de remettre les machines en marche, mais le nombre de chars opérationnels diminue rapidement. Sur les 32 engagés, seuls 18 atteignent effectivement les positions allemandes. Les pertes humaines sont terribles. Certains chars sont touchés par l'artillerie ennemie, transformant l'intérieur en véritable tombeau de feu et de métal. Les réservoirs de carburant situés à l'avant explosent sous les impacts, rendant toute tentative d'évacuation presque impossible. Les écoutilles étroites et les trappes arrière, initialement prévues pour permettre une sortie rapide, se révèlent insuffisantes face à la violence de l'impact. Pourtant, malgré cette peur omniprésente, les équipages continuent d'avancer, motivés par un mélange de devoir, de peur et de bravoure instinctive. Pendant ce temps, les ingénieurs ne restent pas inactifs. De retour en Grande-Bretagne, les travaux sur le Mark II visent à corriger les faiblesses du premier modèle. Les chenilles sont ajustées, certaines sections de coque renforcées, mais le moteur reste limité. Le Mark II est principalement destiné à l'entraînement, et seulement quelques machines expérimentales rejoignent le front. Leurs essais montrent des résultats mitigés. La mobilité est légèrement améliorée, mais la boue et les cratères restent des obstacles redoutables. L'utilisation des chars sur le front crée un véritable bouleversement tactique. Les officiers britanniques apprennent à combiner l'infanterie et les machines, découvrant que ces monstres d'acier ne doivent pas être dispersés, mais utilisés en masse pour percer les lignes ennemies. Les Allemands, pris au dépourvu par cette nouvelle arme, commencent à développer des réponses tactiques. Des balles perforantes pour mitrailleuses et des obus plus puissants apparaissent, rendant chaque avancée encore plus dangereuse. Chaque rencontre avec l'ennemi devient un test de résistance mécanique et humaine. Les premières batailles révèlent également la complexité de l'intérieur du char. Les conducteurs doivent coordonner leurs mouvements en utilisant uniquement des gestes et des signaux, car le bruit assourdissant rend la communication verbale impossible. Les artilleurs,
positionnés dans des espaces étroits et exposés, tirent avec un équilibre précaire entre précision et survie. Le moindre faux mouvement peut bloquer un mécanisme ou provoquer un accident mortel. Les officiers de commandement observent ces scènes avec une admiration mêlée de terreur, conscients que chaque victoire est arrachée au prix d'un chaos total. Malgré ces difficultés, les chars commencent à démontrer leur potentiel. Leurs tirs permettent d'ouvrir des brèches dans les lignes allemandes, de créer des corridors pour l'infanterie et de démoraliser l'adversaire. L'effet psychologique est presque aussi puissant que l'effet mécanique. La peur que ces machines inspirent oblige parfois les soldats à fuir avant même qu'un contact direct ne survienne. Les succès tactiques se mêlent à l'incertitude et à la tragédie, créant un mélange explosif qui marque les débuts de l'ère des chars. Vers la fin de l'année 1916, l'expérience accumulée avec les Mark I et Mark II permet aux ingénieurs et aux tacticiens de mieux comprendre leurs forces et faiblesses. Les équipes commencent à expérimenter des combinaisons d'armes, des ajustements de blindage et des améliorations progressives de la mobilité. Chaque bataille fournit des enseignements cruciaux, et malgré la lourde facture en vies humaines et en machines, l'idée que le char peut transformer le visage de la guerre s'impose de plus en plus. Cette première étape sur le front occidental se termine sur un constat mitigé. La machine a impressionné, effrayé et ouvert de nouvelles perspectives tactiques, mais elle est encore fragile et vulnérable. Les batailles de la Somme et d'Ypres montrent que la technologie seule ne suffit pas et que la survie des équipages dépend autant de leur courage que de l'ingénierie. Les préparatifs pour le Mark III et le Mark IV sont déjà en cours, annonçant la prochaine révolution dans la guerre blindée, tandis que les premiers pilotes de chars commencent à écrire les règles de ce combat inédit, dans un mélange de peur, de chaos et de bravoure. Au début de 1917, les lignes de front se préparent à accueillir une nouvelle vague de machines, les Mark IV. Ces chars, plus robustes et légèrement améliorés, doivent corriger les défauts observés sur les modèles précédents. La production s'est accélérée, avec des dizaines de véhicules quittant les ateliers chaque semaine, transportés en France dans une discrétion absolue. La guerre de tranchées a encore atteint son paroxysme. Les terrains sont dévastés, les champs transformés en bourbiers et en cratères, et chaque avancée nécessite des efforts surhumains. Lors de la première attaque d'envergure à Mizincourt, 60 et quelques Mark IV se déploient sous un ciel clair, les chenilles grinçant sur la terre sèche. Leurs coques blindées sont plus résistantes, et les moteurs légèrement plus puissants permettent de franchir les obstacles avec plus d'assurance. Les équipes de commandement britanniques observent l'évolution du front avec un mélange d'espoir et de crainte. Chaque char avance comme un prédateur mécanique, écrasant les barbelés, comblant les tranchées, ouvrant des passages pour l'infanterie. Pourtant, la prudence reste de mise. La coordination entre chars et soldats reste imparfaite, et toute erreur peut transformer une machine en piège mortel pour son équipage. Sur le terrain, les Mark IV rencontrent leur premier vrai défi. Les pluies printanières transforment les champs en véritables marécages. Les chenilles s'enlisent dans la glaise collante, rendant la progression quasi impossible par endroits. Les moteurs, déjà sollicités par le poids des chars, surchauffent rapidement. Les mécaniciens doivent intervenir en urgence, réparant les transmissions et les systèmes de refroidissement, parfois au prix de leur propre sécurité. Chaque sortie devient un équilibre instable entre avancée tactique et survie. Malgré ces difficultés, les chars commencent à démontrer un avantage stratégique incontestable. Les tirs de leurs canons et mitrailleuses suppriment les positions de mitrailleuses allemandes, permettent à l'infanterie de progresser et provoquent un désarroi considérable parmi les défenseurs. La peur instillée par ces monstres d'acier transforme le champ de bataille en un théâtre d'hésitation et de chaos. Cependant, les Allemands ne restent pas passifs. Ils commencent à capturer des Mark I et Mark IV immobilisés, les repeignent aux couleurs de leur armée et forment des unités expérimentales de chars capturés, baptisées Beauty Panzer. Ces véhicules deviennent un nouvel adversaire imprévisible, capable d'attaquer les Britanniques avec leur propre technologie. Les premières confrontations avec ces chars capturés révèlent l'importance de la tactique. Les Mark IV doivent désormais affronter non seulement les défenses traditionnelles, mais aussi des machines identiques équipées par l'ennemi. Les échanges de tirs sont souvent indécis,
Les coques blindées résistent aux mitrailleuses, mais chaque impact concentré menace de détruire le moteur ou de provoquer un incendie fatal. Les équipages britanniques comprennent rapidement qu'il ne suffit pas de compter sur la puissance brute. La coordination et la prudence deviennent cruciales pour survivre. En parallèle, les améliorations mécaniques continuent. Les chenilles sont renforcées, la transmission ajustée pour une meilleure maniabilité, et certaines machines expérimentent de nouvelles versions de moteurs. Chaque sortie fournit un retour d'expérience précieux. Les officiers britanniques observent que les chars, lorsqu'ils sont regroupés et soutenus par l'infanterie, peuvent percer des secteurs densément défendus. Mais l'échec d'une seule machine peut bloquer toute une colonne et créer un point vulnérable, exploitable par l'ennemi. Au cours de l'été 1917, les opérations autour de Cambrai démontrent le potentiel de la concentration de blindés. Les Mark IV progressent sur un terrain relativement sec, et leurs actions coordonnées écrasent des lignes défensives allemandes, capturant des positions stratégiques et ouvrant des brèches dans des zones considérées comme imprenables. L'effet de surprise est total. Les chars avancent en colonne serrée, soutenant l'infanterie, et cette combinaison force l'ennemi à battre en retraite. Pour la première fois, les tacticiens britanniques comprennent que la guerre des blindés n'est pas seulement un test technologique, mais un art stratégique. Cependant, toutes les missions ne se déroulent pas aussi bien. Les pluies, les terrains marécageux et les erreurs humaines entraînent la perte de plusieurs chars. Les mécanismes se brisent, les moteurs surchauffent, et certaines machines deviennent des cibles faciles pour l'artillerie. Les équipages doivent parfois abandonner leurs chars immobilisés sous le feu ennemi, ajoutant aux pertes matérielles et humaines. L'expérience acquise est brutale mais nécessaire. Chaque opération fournit des enseignements qui seront appliqués sur les futurs modèles. Vers la fin de l'année, les Mark IV ont démontré que la guerre blindée est en train de devenir une réalité incontournable. Leur capacité à franchir des obstacles, leur blindage résistant et leur puissance de feu imposent le respect. Mais la fragilité mécanique et les conditions extrêmes montrent que la route vers la perfection technique est encore longue. Les Allemands, quant à eux, perfectionnent leurs contre-mesures, rendant chaque sortie de char une aventure périlleuse. Cette troisième phase de l'histoire se termine sur une double victoire et inquiétude. Les Mark IV ont percé des positions considérées comme imprenables, mais la menace des machines capturées et les limites techniques restent omniprésentes. Les Britanniques comprennent que la prochaine génération de chars doit combiner puissance, protection et fiabilité, préparant ainsi le terrain pour l'apparition du Mark V, qui promet d'apporter une révolution sur le champ de bataille. L'expérience accumulée sur les Mark IV jette les bases de tactiques innovantes et de stratégies de masse, révélant la complexité et l'intensité de la guerre mécanisée qui s'annonce. Été 1918, le front occidental est en effervescence. Les Mark V, évolution ultime des chars britanniques à coque losange, font leur apparition en masse. Leur moteur de 150 chevaux offre une puissance spécifique de 5,2 chevaux par tonne, permettant de franchir les terrains accidentés avec une efficacité jamais vue auparavant. La transmission innovante permet à un seul conducteur de manœuvrer le char, libérant ainsi un membre de l'équipage pour gérer d'autres tâches cruciales. L'amélioration de la protection des réservoirs et la disposition optimisée des mitrailleuses augmentent considérablement la survie des équipages. Ces machines sont prêtes à imposer leurs lois sur le champ de bataille. Le 7 juillet 1918, 60 Mark V dirigent l'offensive australienne contre les positions allemandes près d'Emile. Les chars avancent en formation serrée, leurs chenilles crissant sur la terre sèche et compacte. Les tranchées, les barbelés et les cratères sont franchis sans interruption. Les obus explosent autour d'eux, mais le blindage tient, les moteurs rugissent et les équipages maintiennent leur coordination avec un sang-froid impressionnant. Chaque tir de canon neutralise des positions ennemies, chaque mitrailleuse abat des soldats sortant de leurs abris. La combinaison de puissance, de mobilité et de coordination change totalement la dynamique de l'offensive. L'effet sur les forces allemandes est immédiat. La panique se répand lorsque les Mark V ouvrent des brèches dans les lignes considérées comme imprenables. Les défenseurs abandonnent souvent leur position avant même que le char n'arrive, craignant ces géants d'acier et la puissance de feu concentrée qu'ils représentent.
L'infanterie alliée progresse derrière les chars, profitant des corridors ouverts, réduisant les pertes et accélérant l'avance. Les tacticiens britanniques réalisent que la guerre mécanisée exige une synergie parfaite entre blindés et fantassins. Les chars ne sont plus un simple soutien, mais la clé d'un percée décisive. Cependant, les défis ne disparaissent pas. Les terrains marécageux, bien que moins présents en cette saison, continuent de piéger certains véhicules. Les moteurs surchauffent lorsqu'ils sont sollicités au maximum et les transmissions doivent être entretenues sans relâche. Les équipages, bien que mieux formés que leurs prédécesseurs, font face à une pression constante. Chaque avancée est une course contre le temps et contre la mécanique. Les pertes restent élevées, mais l'efficacité globale est sans comparaison avec les modèles antérieurs. Au mois d'août 1918, lors de la bataille d'Amiens, 288 Mark V sont engagés aux côtés de chars légers Whippet, formant une force blindée massive. Le terrain est relativement sec et solide, permettant une progression rapide. Les chars avancent en colonne coordonnée, neutralisant les positions ennemies et écrasant les lignes de tranchées. L'ennemi, surpris par l'ampleur de l'attaque, est incapable de réagir efficacement. Les pertes humaines et matérielles allemandes sont considérables. Pour la première fois, les chars sont utilisés non pas en petits groupes de soutien, mais comme une force offensive principale capable de modifier radicalement le front. L'expérience acquise lors des affrontements avec les unités de chars capturés allemands devient cruciale. Les équipages britanniques apprennent à identifier les machines ennemies, à exploiter leurs faiblesses et à éviter les embuscades. Les engagements sont intenses et rapides. Les tirs de canon et de mitrailleuses doivent être précis, la coordination entre chars essentielle, et toute erreur peut coûter la destruction d'un véhicule ou la vie de son équipage. Les Mark V, plus puissants et mieux protégés, montrent qu'ils peuvent survivre à des situations qui auraient été fatales au modèle précédent. L'avancée se poursuit tout au long de l'été, avec des succès notables dans plusieurs secteurs du front. Les Mark V démontrent leur capacité à franchir des obstacles naturels et artificiels, à soutenir l'infanterie et à infliger des pertes lourdes à l'ennemi. Chaque victoire tactique est cependant accompagnée d'un lourd tribut. Certains chars sont détruits par l'artillerie concentrée, les moteurs surchauffent et les équipages doivent parfois abandonner leurs véhicules immobilisés. Ces épisodes mettent en évidence la dualité des Mark V, puissants et redoutables, mais toujours vulnérables aux conditions extrêmes et aux tactiques adverses. Pendant cette période, les troupes américaines reçoivent également des Mark V, car leurs propres chars n'existent pas encore. Les équipages d'Américains, novices, subissent de lourdes pertes au début, mais apprennent rapidement à exploiter les capacités des machines. Le soutien britannique permet aux Alliés de maintenir une pression constante sur les lignes allemandes. La coordination et la formation deviennent des facteurs essentiels pour tirer pleinement parti de ces chars de nouvelle génération. À l'approche de l'automne 1918, les Mark V s'imposent comme l'arme de percée décisive. Leurs opérations révèlent non seulement la supériorité mécanique et tactique, mais aussi l'importance de l'entraînement, de la discipline et de la coordination dans la guerre blindée. Chaque offensive est un mélange de triomphe technologique et de défis humains. L'expérience et le courage des équipages deviennent aussi déterminants que la puissance des moteurs et la résistance du blindage. Cette quatrième partie se termine sur un constat clair. Les Mark V ont démontré leur capacité à transformer le front occidental, permettant des percées majeures et imposant une nouvelle ère de guerre mécanisée. Les succès alliés, combinés aux leçons tirées des pertes et des défis mécaniques, préparent le terrain pour la dernière phase de l'histoire, où la machine atteindra son apogée et entrera dans des conflits inattendus après la Première Guerre mondiale. À la fin de 1918, alors que le conflit mondial touche à sa conclusion, les Mark V continuent de dominer les champs de bataille. Ces machines, désormais familières aux troupes alliées, démontrent leur efficacité lors des dernières offensives, y compris contre la ligne Hindenburg, où l'infanterie alliée progresse derrière des colonnes de chars robustes. Les moteurs rugissent, les chenilles écrasent les obstacles et les équipages expérimentés, aguerris par des mois de combat, manœuvrent avec une précision remarquable. Chaque char devient un symbole de puissance et d'ingéniosité, mais la guerre laisse également des marques indélébiles sur ceux qui y prennent place. Les pertes restent élevées. Les obus concentrés,
Les tirs d'artillerie et les pièges du terrain marécageux continuent de réduire le nombre de véhicules opérationnels. Les équipages savent que chaque sortie peut être leur dernière, car l'intérieur des chars reste un environnement infernal. Chaleur extrême, fumée toxique, vibrations constantes et espaces réduits. Pourtant, malgré la peur et la fatigue, les hommes poursuivent leur mission, conscients que leur rôle est décisif pour la percée finale et la victoire alliée. Avec l'armistice du 11 novembre, le destin des Mark V ne s'arrête pas. La Grande-Bretagne décide de soutenir les forces blanches en Russie en envoyant 70 chars Mark V afin de renforcer les armées combattant les bolcheviks. Ces véhicules traversent les mers et arrivent jusqu'au port russe, où ils sont intégrés dans des campagnes de terrain difficiles et souvent improvisées. Les Mark V imposent immédiatement leur présence. Les armées rouges, peu préparées à affronter des blindés modernes, subissent de lourdes pertes lors des premières attaques. La surprise et la puissance des chars perturbent profondément l'organisation ennemie. Cependant, la situation évolue rapidement. Les forces blanches, malgré l'avantage technologique, sont dépassées par la supériorité numérique et l'organisation logistique des bolcheviks. Les Mark V, même s'ils restent redoutables, deviennent progressivement des trophées de guerre. Chaque véhicule capturé est examiné, réparé et intégré dans les unités adverses. Les bolcheviks apprennent à maintenir ces machines, à les réparer et à les utiliser contre leurs anciens propriétaires. En quelques mois, la majorité des Mark V envoyés en Russie passent entre les mains des forces rouges, transformant le champ de bataille en un mélange inédit de blindés britanniques et de forces locales. Au cours des années suivantes, les Mark V continuent de servir au sein de l'armée rouge. Ils participent à des opérations sur les frontières occidentales de l'État soviétique, notamment en Lituanie et en Lettonie, où ils sont utilisés pour intimider et écraser les mouvements nationalistes locaux. Leur rôle devient moins tactique et plus psychologique. L'apparition de ces géants d'acier sur le terrain suffit souvent à provoquer la reddition ou la fuite des adversaires. Pourtant, leur âge et leur technologie dépassée commencent à montrer leurs limites. Les moteurs fatiguent, les transmissions s'usent et les chenilles subissent une usure constante. Chaque sortie devient un défi d'ingénierie, autant que d'opérations militaires. Malgré leur vétusté, les Mark V restent en service bien au-delà de ce que leurs concepteurs auraient pu imaginer. Même à la fin des années 30, ces chars, lents et archaïques, sont encore inscrits au registre des unités blindées soviétiques, principalement pour l'entraînement ou comme pièces statiques. Leurs moteurs à faible puissance et leur blindage dépassé les rendent inutiles dans une guerre moderne, mais ils conservent une valeur historique et pratique indéniable pour la formation des nouvelles générations de tankistes. Les derniers déploiements opérationnels des Mark V, bien qu'anecdotiques, sont dramatiques. Certains exemplaires participent encore à des exercices sur terrains accidentés, parfois exposés à des conditions extrêmes, où la boue, le froid et les pannes mécaniques testent les limites de leur conception. Les équipages doivent combiner patience, force physique et ingéniosité pour maintenir ces machines en état de fonctionnement. Chaque sortie rappelle le mélange unique de triomphe et de fragilité qui caractérisait ces chars dès leur première apparition sur le front occidental. L'histoire des Mark V se conclut donc non par la gloire sur un champ de bataille, mais par leur long et étonnant service au fil des décennies, à travers différentes armées et conflits. De la Première Guerre mondiale aux premières expérimentations de l'ère soviétique, ces chars ont incarné la révolution des blindés, imposant leur présence malgré des limites techniques significatives. Leur légende est celle d'une endurance inattendue et d'une capacité à s'adapter à des circonstances variées, de la guerre moderne au conflit civil, prouvant que la conception ingénieuse peut survivre bien au-delà des intentions initiales de ses créateurs. Ainsi se termine l'épopée des Mark V, ces colosses de métal qui ont traversé les guerres, les frontières et les régimes politiques, imposant leur puissance sur les champs de bataille et dans l'imaginaire des générations suivantes. Si vous avez été captivé par cette histoire de courage, d'ingéniosité et de machines d'acier, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter vos impressions et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les armes qui ont changé le cours de l'histoire.